Donc, on y va avec le chapitre 2. On a terminé notre chapitre 1 où on parlait d'analyse combinatoire. Donc, on commence à avoir pas mal d'informations nécessaires en probabilité pour commencer à faire des calculs de probabilité. Mais pour se rendre jusque-là, il nous reste encore quelques petites choses à définir, notamment les variables aléatoires. C'est ce qu'on fait dans cette vidéo-ci. On va parler de la section 2.1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avant de parler des variables aléatoires? Qu'est-ce qu'on va faire dans le chapitre 2? On va se donner des lois de probabilité, des lois qui vont nous permettre d'aller calculer des probabilités dans des situations particulières. On a vu dans le précédent chapitre que selon la situation, on est capable d'aller déterminer comment calculer une probabilité, mais c'est pas nécessairement toujours super simple d'aller calculer ces probabilités-là de cette façon-ci. Il y a des situations où, encore une fois, c'est pas nécessairement facile à aller chercher avec les notions qu'on a vues. On n'est pas toujours capable avec les combinaisons, les permutations, les multiplications d'aller trouver exactement notre résultat. Des fois, il faut combiner tout ça ensemble. Donc, c'est ce qu'on veut faire dans le chapitre 2. On va voir qu'il y a des lois de probabilité qui vont combiner certains principes qu'on a vus et qui vont même utiliser des principes complètement différents. Donc, on va voir dans ce chapitre-ci notamment la loi binomiale et la loi de Poisson, qui seront deux premières lois de probabilité qui vont nous aider à calculer des probabilités. Pour faire ça, on va se définir ce qu'on appelle la variable aléatoire, et cette variable aléatoire-là va nous permettre de nous rendre jusqu'à la définition d'une loi de probabilité, et cette loi de probabilité-là va nous permettre d'aller calculer les probabilités par la suite. Donc, on y va avec la variable aléatoire. Qu'est-ce que c'est une variable aléatoire? Ben, on dit ici que c'est une fonction qui va associer une valeur numérique aux différents résultats d'une expérience aléatoire. Donc, dans le chapitre 1, on faisait des expériences aléatoires, notamment on pouvait lancer une pièce de monnaie et aller voir quelle était la face de la pièce de monnaie qui apparaissait. Ça ici, c'est une expérience aléatoire. Mais ici, la variable aléatoire, ça va être associé au résultat qu'on va obtenir de cette expérience aléatoire. Donc, on pourrait se donner des exemples, notamment l'exemple suivant, on lance 2 dés et on note les valeurs. On pourrait avoir plusieurs variables aléatoires qui sont associées ici. On pourrait dire que x, c'est la somme des valeurs. Et ici, la somme de nos valeurs, ben, ça peut prendre la somme des valeurs de nos dés peut prendre différentes valeurs. En effet, x peut prendre 11 valeurs. Ces valeurs-là, ben, ça correspond aux sommes des 2 dés. Donc, si on a 2 fois 1, on va avoir 2. 1, 1 et 1, 2, on va avoir 3, etc. comme ça. Donc, on peut prendre 11 valeurs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12. Et ça, c'est les 12 valeurs de la somme possible. On se souvient qu'on avait vu là, dans un tableau précédent, dans le chapitre 1, qu'on pouvait trouver toutes les valeurs possibles de somme et on avait seulement ces valeurs-là qui apparaissaient dans notre tableau. On pourrait aussi se définir la variable y comme étant la plus grande face supérieure des 2 dés. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, imaginez qu'on lance un dé. La face supérieure, c'est celle qui apparaît sur le dessus. Et les 2 dés qu'on a lancés, ben, la face la plus grande entre ces 2 dés-là, ça peut prendre 6 valeurs. Y peut prendre 6 valeurs. Ces valeurs-là, ce sont les faces différentes qui existent sur les dés. Donc, on aurait 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ce sont les 6 valeurs que Y pourra prendre dans ce cas-ci. Finalement, on pourrait aussi associer Z à une variable aléatoire qui sera égale à 0 si la somme est paire et Z égale 1 si la somme est impaire. Donc là, on aurait ici une autre variable aléatoire qui se fie au résultat de notre expérience aléatoire. Et dans ce cas-ci, cette variable aléatoire-là a 2 valeurs, 0 ou 1 selon la somme qu'on obtient sur nos 2. Par la suite, une fois qu'on a défini la variable aléatoire et qu'on sait qu'est-ce qu'elle représente, on pourrait aller définir 2 types de variables aléatoires. On parle de la variable aléatoire discrète et de la variable aléatoire continue. Pour commencer avec la variable aléatoire discrète, qu'est-ce que ça représente une variable aléatoire discrète? Ben, on va dire qu'une variable aléatoire, une VA,
sera dite discrète si cette variable aléatoire-là ne peut prendre que des valeurs qui sont isolées, que des valeurs qui sont discrètes. Donc, quelque chose comme 1, 2, 3, 4, etc. Comme ça, on peut pas aller chercher 1,00004, c'est pas possible. On a seulement des valeurs arrêtées qui sont isolées les unes des autres, et ça va représenter la variable aléatoire discrète. De l'autre côté, si on est plutôt dans une variable aléatoire continue, on se restreindra pas à des valeurs isolées. On va aller chercher vraiment n'importe quelle valeur qui sont sur un intervalle. Un intervalle ou plusieurs intervalles selon la situation. Donc, on va dire qu'une variable aléatoire est continue si elle peut prendre n'importe quelle valeur à l'intérieur d'un intervalle. Donc, supposons que vous avez des valeurs entre 0 et 5 et que vous pouvez aller chercher n'importe quelle valeur entre ces deux bornes-là, entre le 0 et le 5. À ce moment-là, on va dire que notre variable, elle est continue. On se donne des exemples pour bien situer qu'est-ce qu'on voulait dire par discrète et continue. En particulier ici, on parle du nombre de piles obtenues en lançant une pièce 5 fois. Ben ici, les résultats qu'on peut obtenir, ce sont 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. On peut pas aller chercher d'autres valeurs que ça, ce sont des valeurs isolées. Donc, on a une variable qui est discrète dans ce cas-ci. On pourrait aussi aller chercher le nombre de lancers de 2 dés nécessaires pour obtenir un double 6. Donc, je lance 2 dés et je vais continuer à lancer 2 dés tant et aussi longtemps que j'aurais pas eu 2 6 dans mon résultat. Ben ça ici, on peut pas lancer 1,38 lancers. Hein. On est certain d'aller chercher un lancé, 2 lancers, 3 lancers, etc. Comme ça. On a encore des valeurs qui sont isolées, des valeurs qui sont discrètes. Donc, on a ici une variable aléatoire discrète. Finalement, on va chercher le temps nécessaire à la résolution d'un problème. Ben ça ici, le temps peut varier pour n'importe qui et le temps va pas faire des bonds de 1 seconde à chaque fois. Le temps progresse de façon continue. Donc, entre 1 seconde et 2 secondes, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça ici, c'est accessible pour notre variable aléatoire. Donc ici, on parle plutôt d'une variable qui est continue pour notre problème actuel. Par la suite, une fois qu'on a défini nos deux types de variables aléatoires, on va définir ce qu'on appelle la distribution de probabilité ou ce qu'on va plutôt appeler la loi de probabilité très souvent, en particulier lorsqu'on va retomber dans les variables continues et lorsqu'on va définir des lois de probabilité discrètes, on va voir aussi que loi, c'est plus intéressant que distribution. Dans ce cas-ci, ce que ça représente, c'est plutôt une fonction. Je sais que dans votre livre, on commence par tableau, mais nous, on va y aller plus avec une fonction, on va y aller plus rigoureusement. Notre loi de probabilité, ce sera plutôt une fonction mathématique qui va donner la probabilité associée à chacune de nos valeurs pour la variable aléatoire discrète pour commencer. Pourquoi discrète? Parce qu'on peut la mettre dans un tableau. Je vous indique que lorsqu'on va être dans les variables aléatoires continues, il va y avoir une infinité de possibilités, donc un tableau, c'est absolument pas possible. Mais lorsqu'on est dans la loi de probabilité discrète, c'est peut-être possible d'aller chercher un tableau pour représenter la probabilité, mais sachez que c'est souvent une fonction qui va être utilisée. Donc, loi de probabilité ou distribution de probabilité, ce que ça représente, c'est seulement toutes les probabilités possibles pour les valeurs à laquelle peut être associée la variable aléatoire discrète. On se donne un exemple, on va voir qu'est-ce qu'on veut dire par distribution de probabilité, loi de probabilité. Dans ce cas-ci, on se donne l'exemple suivant, on lance un dé et on va noter la valeur indiquée sur la face supérieure de ce dé-là. Donc, je lance un dé et la valeur qui arrive sur le dessus de mon dé, c'est ce que je vais noter pour mon expérience aléatoire. Dans ce cas-ci, la distribution va contenir deux colonnes. On va avoir notamment le nombre de points ou la valeur de la face. Donc, nombre de points. Et ça ici, ce sera notre variable aléatoire x. C'est ce qu'on est en train d'observer. Et dans notre deuxième colonne, on va indiquer la probabilité. Probabilité que la variable aléatoire x soit égale à une certaine valeur k. K, c'est quoi? Ce sera ce qui va être dans notre première ligne, deuxième ligne, etc. Comme ça, dans le tableau. Dans ce cas-ci, les points qu'on pourra obtenir sur un dé sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce sont les 6 possibilités qu'on a. Et la probabilité que le nombre de points, donc la variable x, soit égal à 1, c'est 1 sur 6. Il y a 6 faces à un dé, donc il y a une seule face sur 6 qui indique 1 point. Pour le 2, c'est 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6 et 1 sur 6. Et là, à ce moment-là, le total ici, on additionne les probabilités qui sont ici, ça donne 1
dans ce cas-ci. On va voir que le 1 ici, c'est pas une coïncidence. Comme on parle d'une distribution de probabilité, c'est certain qu'on va obtenir 1 ici. Ça fait partie des règles que doivent respecter les lois de probabilité qu'on va voir dans ce cours-ci. Donc ici, on va décortiquer un petit peu ce tableau-là, puis voir qu'est-ce qu'on va retrouver dans d'autres exemples pour ceci. Vous remarquez bien entendu que dans la dernière colonne, j'ai indiqué probabilité de x est égale à k. C'est donc la probabilité que notre variable aléatoire soit égale à la valeur qui est là ici. On va voir que c'est possible aussi, plutôt que d'utiliser p de x égale à k, d'aller chercher f de k, donc la fonction de la distribution à évaluer pour la valeur k. On va voir que ça ici, ça va revenir un petit peu plus tard lorsqu'on va faire des lois de probabilité. Et avec ce tableau-là, on pourrait utiliser les valeurs qu'on a sorties pour les probabilités afin de calculer d'autres probabilités intéressantes. Notamment, on pourrait aller chercher c'est quoi la probabilité que le nombre de points soit inférieur à 3 strictement. Ben là, à ce moment-ci, cette probabilité-là, on pourrait l'écrire de la façon suivante. X plus petit que 3. On n'est pas obligé d'utiliser le égal. On peut utiliser plus petit, on peut utiliser plus grand, on peut utiliser plus petit ou égal. On peut utiliser toutes sortes de symboles ici qui sont relationnels dans ce cas-ci. Et à ce moment-là, cette probabilité-là, comment est-ce que je peux la calculer? Ici, la probabilité que x soit plus petit que 3, ça veut dire que x est soit égal à 1, soit égal à 2. Donc, je vais aller chercher la probabilité que x égale à 1 et la probabilité que x soit égal à 2. Dans ce cas-ci, comme c'est un ou l'autre, on peut les additionner. On ne doit pas les multiplier. Et ici, probabilité que x soit égal à 1, c'est 1 sixième, x soit égal à 2, 1 sixième. Donc, j'obtiens ici 2 sixièmes ou 1 tiers. Et donc, 1 tiers des chances d'obtenir 1 ou 2, ou en gros d'obtenir une valeur de x qui est inférieure à 3 si je lance un dé de la façon qu'on l'a expliqué dans l'exemple précédent. Finalement, pour conclure cette partie-là, on va se donner deux règles que doivent respecter les lois de probabilité pour une variable aléatoire discrète, et ces règles-là vont nous permettre d'aller vérifier que nos fonctions sont effectivement des lois de probabilité. On va voir que des fois, il faut faire la preuve pour s'assurer qu'on peut utiliser nos fonctions. Donc, on veut se donner ces deux définitions-ci. La première, c'est la suivante. Probabilité de x égale à petit x indice i doit être plus grand ou égal à 0 pour tout i. Qu'est-ce que ça veut dire ça ici? Ça veut dire que toute probabilité dans les choix possibles pour la variable aléatoire doivent être plus grandes ou égales à 0. Donc, il n'y a aucune probabilité qui est négative. Si on a une probabilité négative, ça n'a aucun sens au point de vue logique, donc il faut rectifier le tir. Il faut s'assurer qu'on a effectivement des probabilités qui sont positives pour chaque valeur de la variable aléatoire. Ensuite, on veut que la somme de i va de 1 jusqu'à n des probabilités de x soit égale à petit xi. On veut que cette somme-là soit égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, ici? Ça veut dire que si j'additionne toutes les probabilités de mes valeurs possibles pour la variable aléatoire, j'obtiens 1. 1, c'est quoi? C'est la probabilité de l'espace échantillonnal. On veut finalement que toutes les réponses qu'on donne à notre variable aléatoire couvrent l'espace échantillonnal au complet. Sinon, on va oublier des informations. Donc, on veut s'assurer que la somme donne bel et bien 1. Le total qu'il y avait en bas de mon tableau tout à l'heure, c'est ce que ça représente ici, le 1, dans ce cas-ci. Faisons un exemple. Cet exemple-là, c'est celui qui va avec ce qu'on avait dans l'exemple précédent. On va aller vérifier que toutes les probabilités sont plus grandes ou égales à 0 et que la somme est égale à 1 afin de dire que c'était effectivement une loi de probabilité. Dans ce cas-ci, si on va chercher la première information, probabilité de x égale à xi plus grand ou égal à 0 pour tout i, pardon, ici, la probabilité que x soit égal à k était égale à 1 sixième pour tout k égal à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est ce qu'on avait obtenu. Donc, peu importe la face qu'on obtenait sur notre dé, notre probabilité était toujours égale à 1 sixième. Ça ici, 1 sixième, c'est plus grand ou égal à 0. Donc, en effet, la probabilité que x soit égal à xi est plus grand ou égal à 0 pour tout i dans le problème qui nous intéresse. On a la première condition qui est remplie. On va aller chercher la deuxième. Dans ce cas-ci, sommation des probabilités que x soit égal à xi pour i va de 1 jusqu'à combien ici? On a 6 réponses possibles, donc de i pour i va de 1 jusqu'à 6. Dans ce cas-ci, c'est égal à 1 sixième plus 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 1 sixième.
on additionne un sixième 6 fois, et ça ici, ça nous donne 6 sur 6, qui est égal à 1, exactement ce qu'on voulait obtenir. Donc, on a les deux conditions qui sont remplies. Ça veut dire que le dernier tableau qu'on a vu, c'était effectivement une loi de probabilité. Ce tableau-là respectait les deux conditions nécessaires à la variable aléatoire discrète pour être qualifié de loi de probabilité. Ceci étant dit, ça fait le tour pour la variable aléatoire. On a vu pas mal tout ce qui nous intéressait. Ça veut dire que maintenant, on est prêt à aller définir les paramètres d'une loi de probabilité. On va aller parler de l'espérance mathématique et de la variance mathématique. Vous allez voir, variance mathématique, vous connaissez déjà ça. Espérance, vous connaissez ça sous le nom de moyenne. C'est ce qu'on a vu dans la partie MQ. Donc, on va aller définir tout ça sur une loi de probabilité. Et ensuite de ça, on pourra établir nos lois de probabilité, notamment la loi binomiale.